On va commencer ce décryptage par un constat assez brutal. C'est quand même incroyable qu'on nous vende le chasseur le plus cher de l'histoire, un soi-disant bijou technologique, et qu'au final, ce soit presque une arnaque géopolitique monumentale, hein. Ah bah totalement. Le F-35, sur le papier, c'est formidable. Mais quand on regarde les données techniques, froides, des documents qu'on analyse aujourd'hui, la réalité est tout autre. On a un appareil dont la furtivité est vendue comme l'atout majeur, mais avec un raison d'action de combat qui plafonne à quoi 1100 km sur son carburant interne. 1100 kilomètres. Donc, pour un avion qui doit faire de la pénétration en profondeur, c'est ridicule en fait. C'est rien du tout. Et la solution habituelle dans l'aviation militaire, c'est de rajouter des réservoirs externes. Sauf que là, si on accroche des gros bidons en aluminium sous les ailes d'un avion invisible, on multiplie sa signature radar par 100. Par 100, carrément. Ouais, le chasseur furtif devient un vrai sapin de Noël sur les écrans ennemis, le rapport de force s'effondre complètement. C'est l'équivalent d'acheter un smartphone ultra fin avec un super design, mais dont la batterie lâche à midi. On finit par y scotcher une énorme batterie externe, ce qui ruine tout le concept. Mais du coup, comment les armées gèrent ça concrètement sur le terrain? Eh bien, l'exemple israélien est fascinant de pragmatisme. L'industrie israélienne a développé pour ses propres F-35, les fameux Zadir, des réservoirs externes de 600 gallons, des bidons qui sont à la fois furtifs et largables. Largable, c'est-à-dire qu'ils s'en débarrassent en plein vol. Exactement. La doctrine, c'est de traverser les zones à faible risque, disons l'Irak ou la Jordanie, sur ces réservoirs. Et juste avant de pénétrer dans un espace vraiment létal et hautement défendu, comme l'Iran par exemple, le pilote éjecte les bidons et même les pylônes de fixation. Ah oui, malin. L'appareil retrouve instantanément son aérodynamisme parfait et sa furtivité totale au moment critique. C'est une solution purement matérielle face à un vrai défaut de conception initiale. Mais attends, une question me vient. Si Israël peut simplement fabriquer et intégrer ses propres réservoirs, pourquoi les pays européens qui l'achètent, l'Allemagne ou d'autres, ne font pas pareil? C'est une question de budget ou de capacité de notre BITD européenne? C'est pas du tout une question de budget. C'est le cœur du problème. Les États-Unis verrouillent absolument tout. L'accès au code source de l'appareil est strictement interdit aux acheteurs. D'accord, mais concrètement, de ne pas avoir ce code, ça empêche quoi sur le terrain? Sans le code, on ne peut pas intégrer ses propres missiles, on ne peut pas mettre à jour la bibliothèque de menaces radar sans supplier Washington et demander leur intervention technique. En gros, on achète un avion de combat, mais on reste un vassal technologique. On n'a aucune autonomie stratégique. Ce qui nous amène directement à l'argument central du deuxième texte de notre analyse, qui est très, très à cheval sur la souveraineté. Et à juste titre, l'auteur défend la vision française, celle du Rafale et demain du SCAF. L'idée, c'est que si on veut vraiment peser, particulièrement pour garantir la dissuasion nucléaire, il faut une BITD, une base industrielle totalement nationale. Il faut maîtriser la chaîne de la première ligne de code jusqu'au dernier boulon. Je comprends la logique d'indépendance, mais je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Si ce F-35 est une prison technologique avec des contraintes de rayon d'action, pourquoi une si grande partie de l'Europe se précipite pour l'acheter au lieu d'opter pour une solution européenne? Il doit bien y avoir un avantage massif à l'export. L'avantage est politique. Acheter cet appareil, c'est acheter le parapluie américain. C'est l'interopérabilité totale avec l'OTAN, et pour beaucoup, c'est la certification pour transporter les bombes nucléaires américaines. Ces fiches techniques dissimulent en réalité des contrats de soumission diplomatique. Donc la vraie question, ce n'est plus la performance du moteur, mais de savoir à qui appartient vraiment la machine quand on appuie sur le bouton. Ce qui laisse une piste de réflexion assez provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si les guerres de demain se gagnent avec le contrôle des mises à jour logicielles autant qu'avec la suprématie aérienne, est-ce qu'une arme 100% souveraine sera encore technologiquement possible dans les décennies à venir? Les infos sont importantes, pas les images. Abonnez-vous.